Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZE Télévision, le sommaire. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a procédé à l'installation des membres du Conseil national de l'éducation ce mardi 21 janvier 2020 à Cotonou. L'objectif visé est de mettre fin à la politisation à l'école. Plus de précision dans un instant. Un colloque international a eu lieu du 15 au 17 janvier 2020 à l'université d'Abomey-Calavi pour honorer la mémoire de Monseigneur Robert Sastre, une initiative du professeur Raphaël Yebou du département des lettres modernes. Le compte rendu dans ce 19h. Une fuite d'eau dégrade la route et rend épineuse la circulation dans une ruelle baptisée Kolatissa, située dans le grand marché d'Antokpa, non loin de la station Legba à Cotonou. Depuis plus d'un an, cette situation indispose les usagers de ce tronçon. Une de nos équipes a effectué le constat à suivre dans un instant. Les membres du Conseil national de l'éducation sont installés dans leurs fonctions depuis ce mardi matin à Cotonou. La cérémonie d'installation a été présidée par le chef de l'État, Patrice Talon, dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, en présence du président de l'Assemblée nationale, des députés et des ministres du gouvernement. Dans son message adressé aux conseillers, Patrice Talon a mis l'accent sur la délicatesse de la mission qui les attend. Plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que sont ses conseillers, a ajouté le président de la République. Au nombre de 29, les membres ont pour mission de veiller aux grandes options éducatives de l'État, la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation au Bénin. Leur mandat est d'une durée de 4 ans, renouvelable une fois. Le parti politique Union sociale libérale traverse des heures chaudes à travers les démissions en cascade qu'il enregistre. Au nombre de ces innombrables démissions, celles qui défraient la chronique sont celles de Zéphirin Kédien-Ondé et de Syriac Domingo Abdelkader. À travers son commentaire, présente les raisons qui ont motivé ces départs et fait une projection sur l'avenir politique du parti et celui de son président d'honneur, Sébastien Germain Adjavon. Chers amis internautes, bonsoir. Les récentes démissions à l'Union sociale libérale expriment un sentiment de déception profonde des désormais ex-militants au sujet de leurs attentes légitimes à l'égard du parti politique, lesquelles démissions hypothèquent l'avenir de cette formation politique. Si l'on ne percevait pas les effets corrosifs de ces démissions devenues de plus en plus récurrentes et de taille, le départ de Syriac Domingo, un des proches de Sébastien Germain Adjavon, et celui de Zéphirin Kédien-Ondé, sans oublier au passage la démission de Landry Vodji, de ce navire politique justifie l'existence d'un profond malaise au sein de la maison USL. L'Union sociale libérale se dissémine libéralement et sous le regard impuissant de son président d'honneur. Bien avant ceci, il y en a eu par le passé une myriade de démissions dont les noms ne sont pas des moindres sur la scène politique. De façon sommaire et expéditive, on peut se rappeler du départ du richissime homme d'affaires Benoît Kwasi, de Basile Arossi et d'André Dassundo. Tous, à l'exception d'une personne près, sont des érudits de la chose politique. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi lâchent-ils tous Sébastien Germain Adjavon? N'y a-t-il plus d'argent en circulation comme par le passé ou comme l'on l'espérait? Adjavon manque-t-il de capacité managériale ou encore d'élégance en matière politique? Y a-t-il au sein de cette formation politique des manifestations d'hégémonie? Difficile d'y répondre. Mais une chose reste certaine, les uns et les autres sont préoccupés par leur avenir politique. L'inertie du parti politique face aux enjeux de la conformité n'a pas pu
à certains. Aussi, le fait que les responsables du parti soient pour la plupart parents et ou autrefois employés de Sébastien Germer-Javon n'a jamais fait l'unanimité. Aujourd'hui, osons le dire, l'USL est vidé de ses acteurs politiques les plus charismatiques. Il n'y reste que des circonvoisins de Sébastien Germer-Javon, autrefois employés de ce dernier. Un parti politique, par essence, est un groupement d'hommes qui partagent les mêmes idées sur l'organisation et l'administration de la société et qui cherchent à parvenir au pouvoir à travers sa conquête par les voies légales et son exercice. Et pour conquérir, il faut compétir. Pour compétir, il faut jouir d'une existence juridique afin de prendre part aux consultations électorales. Face aux récents soucis d'ASG avec la justice de son pays, son incapacité à assumer comme à l'accoutumée certaines charges vu que ses finances sont en souffrance, tout ceci juxtaposé à la difficulté d'obtention du récépissé pour le parti USL, les militants n'y croient plus, les courtisans encore moins. Face aux enjeux culminants que regorgent les prochaines élections municipales et locales, certains ont compris qu'il faut démissionner pour aller se repositionner ailleurs de peur de disparaître politiquement. Aussi, dame rumeur a agité dans l'opinion l'existence de manifestations d'hégémonie au sein de cette formation politique. Sébastien Germer-Javon va mal dans sa peau et le parti politique aussi. De récentes images publiées de lui illustrent si bien le fait. Sébastien Germer-Javon doit tirer des leçons de la présidentielle de 2016 et de la création de son parti politique pour se rendre à l'évidence que son entrée en politique lui est suicidaire. Les uns et les autres s'agrippent à lui, non pas par respect aux valeurs de piété et de munificence qu'il incarne, encore moins en ses capacités à gouverner un pays, mais plutôt animés par des sentiments de désir irrésistible, de voracité, d'avidité à l'égard de son frusquin. Un empire s'écroule à petits pas et il faut se réveiller tôt pour ne pas voir pourrir jusqu'à putréfaction avancée des œuvres de tant d'années. Benoît Kouassi, après expérience, a compris qu'il faut garder bien distinct politique et affaires. Les deux ne se mélangent pas. On ne demande pas à un chasseur d'aller à la pêche. Sébastien Germer-Javon doit malheureusement lui emboîter le pas afin de se consacrer à nouveau uniquement à ses entreprises. Et il n'est pas encore tard pour qu'il ne se laisse distraire par les courtisans et opportunistes politiques qui lui font miroiter des illusions et des hallucinations. Faire ses adieux à la politique et s'abstenir de financer des activités de nature politique serait un bon début. Dès que Sébastien Germer-Javon ne représenterait plus une menace politique, il verra même des adversaires politiques à lui par humanisme plaider en sa faveur et lui venir en secours ou au secours. Et il en a besoin. C'est plus qu'une question d'ego, mais de survie. Sébastien Germer-Javon doit quitter ce monde infeste, chargé d'intrigues où l'amitié, la parole donnée n'ont pas de place dans son lexique. Aussi, il faudrait savoir qu'en 2016, même s'il avait soutenu Lionel Zinsou, Patrice Talon serait porté sur le pinacle, car les chances étaient de son côté. Mieux vaut tard que jamais, et il faut savoir tirer leçon des expériences passées pour l'avenir. Restons dans le registre politique. Les élections municipales et locales de 2020 approchent à grands pas avec leur particularité la question du parrainage. Un facteur qui fait de cette consultation électorale une élection atypique étant donné que les maires élus feront partie de ceux qui parraineront les candidats à la présidentielle de 2021. Interrogé sur la question lors de l'émission Info Hebdo du 11 janvier dernier, Agapite Napoléon Maforican estime qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter malgré les enjeux. En voici un extrait. Les élections législatives de 2019 nous ont fait entrer dans une nouvelle dynamique, une dynamique révolutionnaire, c'est vrai, donc qui a créé plein de situations chez des gens qui ont du mal à suivre le rythme, à suivre le mouvement des réformes. Donc la dynamique de 2019 va se renforcer, puisque les mêmes personnes qui ont galvaudé 2019, qui ont étrié par leurs propos parfois désemparés 2019, vous les retrouverez en 2020. Parce que le dialogue politique a pris par là, parce que les réformes des lois de la charte des partis et le nouveau code électoral ont pris par là. On verra désormais, pas deux forces, mais on verra
plus de force. Mais on a vraiment pris par là le parrainage, a pris par là aussi l'obligation pour les listes d'avoir des candidats dans toutes les circonscriptions administratives. Donc, il va sans dire que nous allons continuer à expérimenter nos réformes. Nous allons continuer à nous positionner dans la dynamique nouvelle instaurée depuis 2019 par les élections législatives. Et nous allons poursuivre la marche irréversible vers 2026 où nous aurons les premières élections générales. Donc ça veut dire que les élections de 2020, nous donnerons des élus qui seront élus non seulement pour 6 ans, mais des élus qui vont être déterminants parce que c'est eux qui désormais feront les parrainages. Justement, Agapit Mafoïka, avec cette question de parrainage et cette déterminance concernant leur élection, est-ce que ça ne rend pas un peu, ça ne vicie pas un peu le climat sociopolitique politique au cours de cette année 2020? Dès qu'il y a des élections, il y a toujours ambiance viciée. C'est-à-dire que les élections, c'est une compétition. Les élections confèrent... Mais est-ce qu'il n'y a pas une particularité cette année? Non, pour moi, il n'y en a pas. Les élections confèrent le pouvoir. Et à partir du moment où il y a pouvoir, il y a toujours bataille. C'est une concurrence, c'est une bataille. Il faut seulement que les règles soient fixées. Les règles sont connues désormais. Il faut que les acteurs maintenant jouent le jeu franc. Il ne faut pas que les attardés soient là à brailler sur le système alors que c'est à eux de rattraper. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à suivre un programme que le programme est mauvais. Vous devez plutôt vous mettre à niveau, prendre des répétiteurs et pouvoir vous encadrer pour ne pas être derrière. Mais quand vous êtes derrière et vous passez votre temps à attaquer le système, je pense que vous êtes un mauvais perdant, un mauvais joueur. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ceux qui ont du mal à suivre le cours de l'histoire, si tant est qu'ils ont envie de faire partie de l'histoire, il faudrait qu'ils prennent des répétiteurs, c'est-à-dire des consultants, des sachants, des spécialistes, tous ceux qui peuvent les aider à suivre le mouvement. Parce que si leur système c'est de rester en arrière et de crier pour que celui qui est devant les attende, je pense qu'ils vont attendre longtemps puisqu'ils ont compris depuis 2019 que le mouvement n'attendra personne. Voilà. 2020 est une continuité dans la continuité des actions de 2019, notamment la réforme politique, et va se poursuivre en 2026 pour les élections. L'amphithéâtre Idriss Déby à l'université d'Abomey-Calavi a abrité du 15 au 17 janvier un colloque intitulé « Monseigneur Robert Sastre, des indépendances à l'ère démocratique ». 4 conférences et 23 communications ont meublé ces assises. Retour sur quelques aspects avec Carles Kitome. Venus de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, des enseignants et chercheurs se sont joints à ceux du Bénin, des étudiants et d'autres personnes inscrites pour passer en revue l'œuvre et la vie de Monseigneur Robert Sastre. L'abbé Julien Penoukou, un proche du prélat, rappelle un pan de la vie de l'évêque. De cette initiative, de ce colloque autour de Monseigneur Robert Sastre. Mais je voudrais aussi tout de suite dire merci au recteur de l'université d'Abomey-Calavi pour ce qu'il vient de dire et qui non seulement m'a touché personnellement mais m'a interpellé. Et je voudrais me situer donc sur la lancée de cette interpellation tout simplement pour dire que cette initiative de réfléchir et de tirer les leçons d'engagement politique dans la cité à partir de l'expérience et aussi de l'engagement d'un prélat. Cette initiative me semble inédite et nous nous en réjouissons, surtout dans un État laïque. Mais les citoyens sont croyants et religieux. Alors, faites le rapport entre les deux. Et cette intrusion de la croyance et de la religion qui en est l'expression dans une structure laïque ou laïcale est un défi. Et c'est une démonstration qu'il n'y a pas d'opposition, mais au contraire de complémentarité entre l'Église, pour ne pas la nommer, et l'État.
Le président du comité d'organisation, le professeur Raphaël Yebou, quant à lui, s'est confondu en remerciements. Vous faites confiance à l'homme et vous travaillez dignement à sa promotion. Je remercie messieurs les vice-recteurs de leur contribution marquée à l'aboutissement du processus. Je vous remercie, chers collègues, venus du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Gabon et du Togo. Vous avez choisi de venir ici. Chacun de vous a acheté son billet d'avion. On ne vient pas du Congo-Bénin à vélo. Vous avez contribué de cette façon-là à cette œuvre et cela montre que vous êtes digne d'Afrique, que vous êtes digne de vos pays. Je remercie le diocèse de Lokossa et tous nos partenaires. Le grand séminaire Saint-Gall de Ouida, ses représentants, ses lieutenants sont toujours là. L'école d'initiation théologique de Lokossa, l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou, le grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchanvedji, l'aumônerie des cadres et personnalités politiques du Bénin, l'Institut des servantes de la lumière du Christ. Il me plaît de saluer avec grand respect la présence et le dynamisme du Père Bocci, qui est un homme bien distingué dans le clergé béninois, mais il s'abaisse à notre niveau pour rester avec nous. Je crois que lui aussi, il est un admirateur de Monseigneur Sastre. Pour les organisateurs, le colloque s'est achevé, mais l'œuvre entamée ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Voici à présent un extrait de l'allocution de clôture du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz. Dans le cadre du colloque international organisé par l'unité de recherche, étude des espaces et des discours, pour honorer à juste titre la mémoire de Monseigneur Robert Sass, cet évêque béninois dont le dévouement au travail bien fait, la clairvoyance de l'esprit, le sens du patriotisme, la loyauté, la fougue contre l'injustice sont d'une hauteur édifiante, a représenté par sa vie et ses œuvres la crème des échanges. Au total, nous avons suivi 4 conférences et 23 communications. Les différents résultats issus des travaux devront à coup sûr servir de brèche qui éclaire les pensées et les actions menées ici et là pour le développement authentique de notre continent et de notre cher pays, le Bénin. Le souhait est que la génération montante, appelée aux valeurs d'éthique, de dignité, de dévouement et d'espérance, puisse s'abreuver à la source de ce berger d'avant-garde, cet éducateur de renom, ce défenseur des pauvres, cet ami des faibles. Non seulement ce colloque commémoratif s'inscrit dans un événement historique dans cette université, mais il s'offre prioritairement à l'unité de recherche qui l'organise comme un pont vers la création d'un cadre de formation aux valeurs authentiques qui promeuvent l'être humain. Et mon cher collègue et ami Raphaël l'a indiqué tout à l'heure. Nous devons continuer. Le colloque est un grand défi que nous avons relevé, mais le meilleur est à venir. Et je suis sûr que nous pouvons compter sur vous.
La 4e édition du festival de danse Zenliwefo a connu son apothéose sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou le dimanche 19 janvier dernier. Le spectacle offert par les participants à l'atelier organisé par le promoteur Mathias Gaounuto, entouré de quelques chorégraphes de renom, est d'une beauté à couper le souffle. Les spécialistes de la danse présents sur les lieux ont salué le travail, comme vous pouvez le constater dans ce compte-rendu signé Carles Kitoumé. À l'occasion de la 4e édition du festival Zenliwefo, les pratiquants de cette danse du terroir ont émerveillé le public de connaisseurs amassé sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou ce dimanche 9 janvier 2020. Yes, Gambo. Yes, Hangan. Bosse Wegan. Bolesse nous solo nous temesian for bowa nous bekon pebondon. Bowa nous checkendon. Le représentant du ministre de la Culture, le directeur de l'ensemble artistique national Marcel Zounon, a apprécié l'initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis un accent particulier sur la dimension touristique du développement. À travers le tourisme, le Bénin peut créer beaucoup d'emplois et le Bénin peut renforcer le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse de notre pays. Donc c'est fort de cela que toute initiative qui rentre dans le cadre de la valorisation et de la promotion du patrimoine culturel immatériel, ce qu'on appelle patrimoine vivant, est totalement soutenu et bien encadré par le ministère en charge de la culture. Les danseurs de Zenli se séparent avec l'espoir de se revoir pour la 5e édition du festival Zenliwefo. Une rue de la localité Kolatissa, située dans le grand marché d'Antokpa, non loin de la station Legba, à Cotonou, abrite depuis plus d'un an une fuite d'eau. Juste à l'entrée de la rue, cette eau indispose les usagers. Une de nos équipes a fait le constat que voici. Nous sommes à quelques encablures de la station Legba, à l'entrée de la rue dénommée Kolatissa du marché d'Antokpa. Motocyclistes, automobilistes et usagers s'effraient un chemin au milieu du bitume endommagé. Et de sale, bon j'ai même bibo, tu es un bon fior et non risque. Même goudron d'agbo il finit d'ailleurs. Si on va dire goudron bibo, finit bibo. Certains se sont même engagés à aménager la devanture, mais les efforts fournis ont été vains. Les autorités ne réagissent pas, selon Edmond Amoussou, conducteur taxi auto. Interrogé sur la situation, le chef quartier de Dantokpa explique les raisons de cette fuite. Nous avons eu à le constater, ça fait quand même un peu plus d'un an. Ce qui se passe à ce niveau, c'est les canalisations qui sont bouchées. Et le curage s'impose, mais malheureusement, à ce stade-là, à ce niveau-là, nous avons des canalisations en fait souterraines sur une longue distance, donc qui est complètement fermée. Donc il faudra des travaux spéciaux pour curer cette canalisation-là. Selon M. Aguemon, les autorités compétentes ont été constatées les dégâts et ont promis intervenir. Le directeur même de la DST a été contacté, il s'est déplacé avec ses agents pour constater les faits. Mais ça rentre dans un programme général de la mairie et avec le processus administratif, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on comprend un peu la lenteur
administrative, c'est-à-dire il faudrait budgétiser ça, en fait, les moyens pour servir, pour essayer d'apporter des solutions à tous ces problèmes par rapport à la rénovation de certaines infrastructures du quartier, rentre dans un projet qui est voté d'abord par la mairie, puis après avalisé par la préfecture, puis revient et puis rentre dans le collectif et trouve son exécution. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on assiste. On a l'impression en fait que les choses ne sont pas prises en compte. Pendant que le chef quartier assure bientôt l'intervention des autorités compétentes, vendeurs ambulants, conducteurs de taxis et autres usagers se disent fatigués de cette situation. Le Bénin va accueillir en 2022 l'élite de la pétanque mondiale. En attendant ce rendez-vous planétaire, plusieurs initiatives sont prises pour promouvoir la pratique des sports boules dans le pays des vice-champions du monde 2016. Le Pétanque Club de Cristal contribue à ce développement de la discipline, mais aussi à son internationalisation. Plus de précision avec son président Joël Kokou Ayeno. Je suis le promoteur de la Coupe des leaders que nous avons lancé la première édition en 2017 lors de l'inauguration de notre boulodrome que nous avons réalisé à Dekongbe. Donc nous avons fait cette année la troisième édition qui a réuni pas mal de joueurs, 64 équipes qui étaient prévues. Nous avons eu au finish environ une cinquantaine, dont des sommités de la pétanque française qui étaient des invités d'honneur qui sont arrivés. C'est une coupe qui va grandissant et nous sommes très ambitieux. Si les moyens nous le permettent, nous pensons que nous allons faire des choses qui seront à la hauteur de ce qui se fait à l'international. Bon, pour l'année 2020, nous voulons apporter encore, puisque nous avons un concept que nous développons au niveau de notre club que nous avons appelé Prosta Pétanque. Prosta Pétanque, c'est un concept qui consiste à faire la promotion des jeunes talents, de les faire monter et à travers leurs résultats à l'international, ils deviennent des pros qui honorent la pétanque du Bénin. Donc de là, nous disons, Cristal a une marque, Prosta Pétanque Bénin. Et c'est pour faire la promotion de la pétanque sur le continent africain, que ce soit au Bénin, au Togo, au Burkina, un peu partout. Que ces talents, nous les mettons en orbite et qu'ils mettent en valeur la pétanque sur le continent africain. Donc par rapport à notre agenda, pour répondre à votre question pour 2020, il y aura naturellement la Coupe des leaders qui est toujours dans le mois de décembre, parce que nous avons beaucoup d'amis français qui arrivent dans ces périodes-là. Donc ça va se dérouler entre mi-décembre et fin décembre. Ça dépend de les dernières dates de la fédération. Donc nous nous conformons à la date que la fédération aurait choisie pour ces événements avant de fixer la nôtre. Donc au cours de l'année, nous souhaitons mettre encore en place 2 coupes que nous allons promouvoir cette année. Il y aura une coupe dont je tais le nom qui sera pour une marque d'une entreprise de notre pays. Et en plus, le concept Prosta Pétanque va lancer sa propre compétition qui sera Prosta Pétanque Concours. Donc voilà un peu ce qui se fait. Pour boucler cette édition, voici une compilation de l'actualité en Côte d'Ivoire, en RDC, au Mali et au Togo. Ouvrons cette page par l'actualité en Côte d'Ivoire. Le procureur du tribunal de grande instance d'Abidjan fait un point précis sur les procédures judiciaires qui visent Guillaume Soro et ses co-accusés. Il pouvait être difficile d'y voir clair entre les divers chefs d'accusation, les nombreux mises en cause ou encore la saisine de la Cour de cassation visant l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le procureur du tribunal de grande instance d'Abidjan, Richard Adou, a donc tenu à faire le point sur les procédures en cours. Guillaume Soro bénéficie bien d'une procédure spéciale en tant qu'ancien membre du gouvernement dans le dossier concernant l'achat de sa maison de Marcory, dossier pour lequel il est soupçonné de recel, de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.
Les médecins membres du syndicat national, le SINAMED, ont enclenché un mouvement de grève partielle dans les hôpitaux publics en RDC depuis ce lundi 20 janvier. Seul un service minimum est maintenu en attendant l'issue des négociations qui vont commencer ce mardi et durer 5 jours. Les médecins exigent l'amélioration de leur salaire. Le SINAMED attend des décisions concrètes de la part du gouvernement avant de lever la mesure de grève. Les syndicalistes sont également contre la durée de l'atelier convoqué par le gouvernement. Pour eux, 5 jours, c'est beaucoup. La production industrielle d'or au Mali a battu un nouveau record en 2019 en atteignant 65,1 tonnes, soit une progression de 7% par rapport à 2018. Troisième producteur d'or en Afrique, le Mali a adopté un plan de développement du secteur minier pétrolier 2019-2023 pour mieux en tirer profit. En dépit d'une situation sécuritaire, le Mali connaît une hausse significative de sa production industrielle d'or. Cette dernière a augmenté de 7% en 2019 pour atteindre un record de 65,1 tonnes. Et pour finir au Togo, au total, 7 candidats, dont le président Foya Singbe, Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition et président de l'Alliance nationale pour le changement, et Agbeyome Kodjo, ancien premier ministre et président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, sont en lice pour ce scrutin. Le fichier électoral compte 3 614 056 électeurs sur le plan national et à l'étranger. Ainsi, 9 389 bureaux de vote seront ouverts dans 4 445 centres de recensement et de vote. La campagne électorale pour ce scrutin présidentiel doit s'ouvrir le 6 février 2020 à 0 heure et prendra fin le 20 février 2020 à minuit. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.